Jeudi 23 novembre 2023, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, le candidat numéro 3 est toujours en tête selon l'évolution des résultats provisoires de l'élection présidentielle, publiée aujourd'hui vers 17h par la CENI. Le candidat numéro 3 arrive en tête avec 59,70% des voix et le taux de participation est de 45,10%. Reportage. Si après la tendance générale publiée par la CENI vers 17h aujourd'hui, sur les 27 375 bureaux de vote enregistrés, on a obtenu les résultats de 23 231, soit 84,86% des bureaux de vote. Pour Antananarivo, 6 484 parmi les 6 841 bureaux de vote ont été obtenus pour aujourd'hui. Pour Intiranan, 1982 des 1987. Pour Fianarantsu, 3953 des 5210. Pour Mahajang, 3264 des 3692. Pour Tuamasin, 3749 des 3882. Et pour Tuliar, 3799 des 5763. En ce qui concerne la tendance générale à travers l'île, 4 346 966 citoyens parmi les 9 639 058 ont voté. Le taux de participation est de 45,10%. Suffrage exprimé, 4 112 750. Blanc, 108 794. Nul, 125 422. Si après le voix obtenu par chaque candidat, candidat numéro 1, 64 551, soit 1,57%. Candidat numéro 2, 76 675, soit 1,86%. Candidat numéro 3, 2 455 454, soit 59,70%. Candidat numéro 4, 64 741, soit 1,57%. Candidat numéro 5, 530 678, soit 12,90%. Candidat numéro 6, 24 172, 0,59%. Candidat numéro 7, 24 101, 0,59%. Candidat numéro 8, 50 260, 1,22%. Candidat numéro 9, 26 956, 0,66%. Candidat numéro 10, 226 680, 5,51%. Candidat numéro 11, 33 052, 0,80%. Candidat numéro 12, 11 816, 0,29%. Et candidat numéro 13, 523 614, 12,73%. Ainsi, d'après cette tendance générale publiée vers 17h, le numéro 3 reste toujours en tête du classement avec 2 455 455 voix, soit 59,70%. Selon les informations, la publication des résultats provisoires de la CENI est attendue le 25 novembre. Dans un autre sujet, les 5 personnes abattues à Douamanchsez mardi dernier ne font pas partie du cabinet de la présidente de l'Assemblée nationale, ni des gardes du corps de la présidente de l'Assemblée nationale ou encore du personnel de la direction de la sécurité du palais. Par conséquent, les nombreux commentaires sur cette affaire ne sont pas encore justifiés jusqu'à présent, ou même faux selon le directeur du cabinet du président de cette institution aujourd'hui. La gendarmerie nationale a également souligné que les assaillants étaient armés et ont riposté. Reportage de Sylvain sur les images de Nzar Hadjiantsu. Selon les informations, une attaque armée a eu lieu ce mardi à Douamanchsez et les 5 personnes tuées par balle par les gendarmes étaient des criminels. La confrontation a duré 45 minutes et pendant ce temps, il y a eu des échanges de tirs selon le rapport de la gendarmerie nationale. Certaines informations restent encore à développer au cours de l'investigation, selon leurs déclarations, et l'affaire suit encore son cours. Cette affaire est devenue polémique sur les réseaux sociaux depuis mardi, et des rumeurs circulent selon lesquelles l'une des personnes tuées, identifiée sur le lieu de la fusillade, fait partie du cabinet de la présidente de l'Assemblée nationale, ou encore fait partie des gardes du corps de la présidente de l'Assemblée nationale.
Le directeur de cabinet de la présidente de cette institution a pourtant démenti ces faits. De plus, le directeur de la sécurité du palais a confirmé qu'ils ne font pas non plus partie du personnel de la direction de la sécurité du palais. La suite de cette affaire est donc attendue. À noter que, outre ces 5 individus tués par balle, 3 autres personnes ont réussi à s'échapper et sont encore recherchées. L'entreprise Sirama est toujours opérationnelle et en plein essor, selon son directeur général aujourd'hui. Actuellement, la société réalise des bénéfices alors que le déficit avait atteint 28 milliards d'ariars en 2018. La production de sucre n'est pas la seule source de revenus de la société, selon son statut, mais la détermination des stratégies de redressement de l'entreprise dépend également du gouvernement et du conseil d'administration, selon ce responsable. Aujourd'hui, Khatroman Zatouf et Antar Khatromarville. En 2018, le capital de la société Sirama a diminué à 58 milliards d'ariars et la société a également subi à cette époque une perte de 28 milliards d'ariars. Il a eu une restructuration et l'installation d'une nouvelle direction depuis 2019 en raison des pertes subies par l'entreprise. Il est de la responsabilité de ces nouveaux dirigeants d'assainir et d'assurer le redressement de la société ainsi que l'entretien des matériels de l'entreprise. Actuellement, cette dernière réalise un bénéfice pouvant atteindre 6 milliards d'ariars selon le rapport financier. La source de revenus à travers la propriété de l'entreprise Sirama fait partie de la politique qui a été appliquée pour son redressement selon les informations. La production de sucre n'est pas la seule source de revenus de la société, mais la détermination des stratégies de redressement de l'entreprise dépend également du gouvernement et du conseil d'administration, a déclaré ce jour son directeur général. Brickaville, Namaki, Nusibe et Ambilbe sont les lieux où se trouvent les terrains et les usines de la société Sirama. Dans ce même contexte, plus de 100 milliards d'ariars de pertes fiscales sont enregistrés à cause du secteur informel selon une enquête menée par une société d'audit de la capitale. Selon toujours les résultats de l'enquête, 9 entreprises sur 10 sont illégales et en réponse à cela, le gouvernement via l'IDBM a facilité et accéléré les procédures pour la création d'entreprises. Reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal. L'entrepreneuriat est l'un des facteurs qui stimulent l'économie d'un pays. À Madagascar, de nombreux jeunes sont intéressés à faire des affaires. Cependant, le manque de moyens financiers, la peur de l'échec et les formalités sur les documents nécessaires pour la création d'une entreprise restent des obstacles. Selon les statistiques reçues à la suite de l'enquête menée par une société d'audit de la capitale, 9 entreprises sur 10 sont informelles. Cela entraîne des pertes fiscales pour le pays car environ 147,9 milliards d'ariars n'entrent pas dans la caisse d'État. Afin de pallier cette situation, le gouvernement, à travers le DBM, facilite les procédures pour la création d'entreprises. En plus d'accélérer le délai dans la création d'entreprise à 48 heures, le droit fiscal pour la création d'une entreprise a été établi autour de 150 000 ariars à 180 000 ariars. À titre de rappel, ces 9 premiers mois, 1231 entreprises ont été créées à Nalamang et 3 ZEF ont permis de faire entrer 4,4 milliards d'ariars et de créer 855 emplois. Les 225 forces de l'ordre qui vont rejoindre ceux déjà présents dans les régions Bongouilave, Mélec et Ménabé dans le cadre de l'opération Looping, une opération visant le renforcement du maintien de la paix et la sécurité dans ces localités sont partis ce matin du camp Ratimadjav. Opération Looping au sein de laquelle coopèrent l'armée, la police et la gendarmerie nationale et dans la première série durera 20 jours. Et Braz Denisson nous en disent plus. L'insécurité, notamment le vol de bétail, règne et a même connu une augmentation excessive ces derniers temps dans les régions Bongouilave, Mélec et Ménabé. C'est la raison pour laquelle l'état-major mixte opérationnel, ou EMONAT, a mis en œuvre cette opération Looping qui a débuté aujourd'hui.
L'armée malagasy, la police nationale et la gendarmerie nationale coopèrent dans la mise en œuvre de cette opération de maintien de la paix et de la sécurité. 225 agents de l'armée seront mobilisés dans cette opération looping et la première fournée durera 20 jours. Il s'agit d'une opération conjointe des 3 corps de force de l'ordre, à savoir l'armée, la police nationale et la gendarmerie nationale. Le message que leurs dirigeants leur ont transmis est le maintien de l'unité, la solidarité, ainsi que le comportement lors de l'accomplissement de leur travail. À noter que ces forces parties aujourd'hui vont rejoindre ceux qui sont déjà sur place. Les MONAD a confirmé que les autres régions mèneront également des activités de ce type. Et 35% des femmes malagasy sont victimes de violences physiques et sexuelles. Dans ce sens, un événement dénommé 16 jours d'activisme aura lieu du 25 novembre au 10 décembre prochain pour prévenir la violence contre les femmes et les filles. Reportage de Fadjissana Mireille sur les images de Yves Chanel. 29,4% des femmes malagasy sont victimes de violences physiques et 13,7% victimes de violences sexuelles, selon les statistiques publiées par l'UNFPA. Madagascar se classe également au 14e rang au niveau mondial par rapport au mariage d'enfants. 30% des filles de moins de 18 ans sont mariées à Madagascar. L'une des raisons du taux élevé de violence à Madagascar est la réticence des victimes de violences à se manifester, outre les problèmes au sein de la communauté. Durant ces jours, du samedi 25 novembre au dimanche 10 décembre, aura lieu une campagne pour prévenir la violence contre les femmes et les filles dans le cadre de l'événement 16 jours d'activisme. L'UNFPA travaille en collaboration avec le gouvernement malagasy pour lutter contre la violence contre les femmes et les filles. En santé, le ministère de la Santé publique a confirmé que la grippe qui se propage actuellement n'est pas le Covid, mais une grippe qui survit chaque année. Afin de ne pas aggraver la maladie, le ministère de la Santé publique a confirmé qu'il est toujours nécessaire de consulter un médecin et ne pas pratiquer l'automédication. Reportage sur les images de Ansar Razanraville. Le changement climatique, la chaleur, l'humidité, la présence des averses parfois, telles sont les raisons pour lesquelles la grippe survit chaque année à cette saison. Raison de l'augmentation actuelle du taux de personnes touchées par la grippe, selon les explications. Ce n'est pas un retour du Covid-19, selon les rumeurs qui circulent actuellement, a déclaré le directeur de la veille sanitaire, de la surveillance épidémiologique et riposte au sein du ministère de la Santé publique. Selon les informations, l'automédication et le fait de ne pas se rendre dans un centre de santé peuvent aggraver la maladie et même entraîner la mort, notamment chez les enfants. Le ministère de la Santé publique a donc confirmé aujourd'hui qu'il faut toujours se rendre dans un centre médical dès l'apparition de symptômes de grippe. Il faut également respecter les mesures préventives pour que la grippe ne se propage. Les médicaments contre la grippe sont disponibles dans les centres de santé selon l'état de la personne atteinte de la maladie. Par ailleurs, les tests et les médicaments pour le Covid-19 sont gratuits, selon toujours les explications. En ce qui concerne maintenant les actualités sportives, parmi les 2500 jeunes footballeurs à travers Madagascar ayant participé à un regroupement visant la détection de joueurs internationaux organisé par le Jet Kitten et l'agence Obélisque du Canada, 60 ont été sélectionnés pour passer un test avec les sélectionneurs internationaux, notamment du Canada, des États-Unis et du Maroc. À partir du 27 novembre, ils auront la possibilité de poursuivre leur carrière en tant que footballeur professionnel à l'étranger. Reportage de Ansar Razanraville. La détection des joueurs de football en vue de les intégrer dans le monde des professionnels est d'une grande importance, en particulier pour les jeunes malagasy. Grâce à la collaboration entre le club Jet Kitten et l'agence Obélisque du Canada, les jeunes passionnés de football qui ont le désir d'intégrer le monde du football professionnel ont eu l'opportunité de participer à un regroupement visant la détection de joueurs internationaux. Il était au nombre de 2500 au début du regroupement, mais seulement 60 vont passer à la sélection effectuée par les sélectionneurs internationaux, notamment du Canada, des États-Unis et du Maroc, à partir du 27 novembre. Je tiens à remercier le ministère des Sports pour
l'organisation de ce grand événement, de m'avoir donné cette confiance. Effectivement, on a voyagé à peu près 8 villes, 8 régions, différentes régions, et on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme potentiel, un gros réservoir de joueurs malagasy. Et nous avons vu à peu près 2500 joueurs, et sur les 2500 joueurs, on en a sélectionné 60. Et on en ressort qu'il y a des choses à faire, il y a un développement à mettre en place pour promouvoir le football malagasy, sachant qu'il y a énormément de potentiel. Donc notre venue, voilà, c'est vraiment d'aider ces jeunes à se professionnaliser, à avoir cette mentalité de sportif de haut niveau. Parce que en tant que joueur intrinsèque, il y a de la qualité. Maintenant, il faut aussi développer le côté collectif. Le côté collectif, notamment sur tout ce qui est aspect tactique, les différentes mentalités tactiques qu'il faut avoir, aussi sur l'aspect athlétique et l'aspect technique. Et je rajouterai aussi sur l'aspect psychologique. Voilà, vraiment les préparer, les mettre dans la peau d'un sportif de haut niveau pour, quand il y aura des joueurs, on l'espère, le plus de joueurs possible, pour pouvoir partir et se préparer à ces équipes qui sont professionnelles. Donc voilà, nous on est là pour les aider, pour les mettre dans les meilleures conditions possibles, vraiment, et surtout les mentaliser à la professionnalisation. Et passons à présent aux actualités internationales. La guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 48e jour. Aujourd'hui, la nuit a été particulièrement dure dans le sud de la bande de Gaza, avec des frappes qui n'ont pas cessé sur Khan Younes. Et selon un dernier bilan mardi du gouvernement du Hamas, 14 128 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre, dont plus de 5 840 enfants et 3 920 femmes. Reportage sur les images de France 24. Une situation intenable pour les civils gazaouis, puisque ça fait 48 jours qu'ils subissent des bombardements quasi continus et eh bien les combats ont continué cette nuit, les bombardements aussi. Il y a eu des frappes sur le nord de l'enclave palestinienne, mais aussi à Khan Younes dans le sud, où s'est réfugiée une grande partie de la population de Gaza. L'augmentation de l'aide humanitaire, qui est l'une des clauses de ce cessez-le-feu, est également repoussée. On parle de 200 à 300 camions qui pourraient franchir la frontière avec l'Égypte à Rafah. Ils seraient donc en ce moment bloqués à Rafah. Et puis les alertes à la roquette en Israël continuent, puisqu'il y a une heure, les sirènes ont retenti à Kerem Shalom, c'est dans le sud d'Israël, au sud-ouest de la bande de Gaza, et puis aussi à Ashkelon, ça c'est plus au nord de la bande de Gaza. Et puis enfin, on le sait, Israël concentre son opération militaire aussi contre les hôpitaux. Les forces israéliennes sont toujours présentes autour et dans l'hôpital Al-Shifa, dans le nord de la bande de Gaza. Israël hier a publié de nouvelles vidéos qui attestent, selon elle, que le Hamas a bien des tunnels et des tunnels de première importance sous ses infrastructures civiles. Elle présente ce qui semble être, selon Israël, des tunnels stratégiques de premier plan. Et puis on le sait, Benyamin Netanyahou l'a répété hier dans son allocution télévisée, Israël entend continuer cette guerre une fois que la trêve sera terminée. Ensuite, l'accord de trêve entre Israël et le Hamas sur la libération de 50 otages en échange de 150 prisonniers palestiniens n'entrera pas en vigueur avant vendredi, ont annoncé jeudi 23 novembre des responsables israéliens et palestiniens sur fond de poursuite des combats dans la bande de Gaza. Les familles de détenus palestiniens vivent entre attente, espoir et angoisse. Le point avec France 24. Rue de Calandia, l'attente et l'espoir. La mère de Nora Nawad a appris que sa fille, arrêtée à l'âge de 15 ans pour avoir tenté de poignarder un Israélien, était sur la liste des prisonniers libérables. Je n'aurais pas cru que ma fille pourrait faire partie de l'accord parce qu'elle vient de Jérusalem et qu'elle a été accusée d'avoir tenté de poignarder quelqu'un.
Mais j'ai reçu beaucoup d'appels téléphoniques pour me dire que le nom de ma fille était dans la liste. J'ai énormément d'espoir. Je ne saurais pas vous expliquer ma joie. Ahmed Awad a été arrêté il y a 1 an après des incidents avec des soldats israéliens. Il est lui aussi libérable. C'est une grande joie et j'espère que d'autres mères de prisonniers vont la ressentir. Israël a publié hier une liste de 300 noms de prisonniers libérables. Le plus jeune a 14 ans, interpellé en mai pour sabotage, agression et jet de pierre, et la plus âgée a 59 ans. 126 d'entre eux seraient affiliés à l'une des factions palestiniennes et près de la moitié d'entre eux a environ 18 ans. Dans cette liste de 300 prisonniers, seuls 150 seront effectivement libérés. Cette mère dont la fille fait partie de la liste attend dans l'angoisse. J'espère que l'accord sera conclu et que rien ne le fera dérailler. Entre 6 000 et 7 000 Palestiniens sont détenus en Israël. Seul un tiers a été effectivement condamné. Plus de 2 000 sont en détention administrative, c'est-à-dire emprisonnés, sans charge contre eux ni procès. Et pour terminer cette édition, au Cameroun, 9 personnes ont été tuées mardi 21 novembre à Bameniam, dans le département des Bamboutou, dans l'ouest du pays, frontalier de la région anglophone du nord-ouest, en proie à un conflit armé sur le fond de revendications sécessionnistes depuis 2016. L'attaque attribuée aux séparatistes anglophones par les autorités n'a pas été revendiquée. France 24. Terroriste et attribué aux séparatistes anglophones par les autorités camerounaises est survenu aux premières heures de la journée de mardi. La trentaine d'assaillants qui s'exprimaient en pidgin, un argot très parlé dans les régions anglophones, est arrivé à bord de motos et vêtus de treillis militaires. Ils ont pris pour cible les populations qui se trouvaient sur la place du marché, tuant 9 personnes. Une dizaine ont également été enlevées. Les témoignages indiquent aussi que les assaillants ont incendié 5 boutiques, 2 véhicules et emporté plusieurs motos. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais selon René Emmanuel Sadi, le ministre camerounais de la communication, les assaillants seraient venus de la région voisine du Nord-Ouest en proie à un conflit armé sur fond de revendications séparatistes depuis 2016. L'attaque de Bameniam survient 2 semaines après celle de Manfé dans l'autre région anglophone du Sud-Ouest, une attaque qui avait fait 24 morts selon un bilan officiel. Le gouvernement camerounais, par la voix de son porte-parole, invite les populations locales à collaborer avec les forces de sécurité et affirme que tout est mis en œuvre pour retrouver les auteurs de cette tuerie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Et tout de suite après, vous allez suivre le film Rambo Last Blood. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Bonne soirée avec Viva. Au revoir.